1983, la guerre des Bonds est ouverte. Sur l'affiche d'Octopussy, on peut y lire « Nobody does it better », personne que lui ne fait mieux, car Broccoli et sa bande savent qu'un autre James Bond non officiel est en préparation, Jamais plus jamais, réalisé par Irving Kershner et surtout produit par Kevin McClory via Thalia Film. Counterintelligence, terrorism, revenge, extortion. La vie de Kevin tournait autour de Bond. Il vivait, mangeait, respirait Opération Tonnerre. C'était son obsession. Personne n'aurait jamais imaginé la ténacité avec laquelle il s'accrocherait à ses droits. We have a little problem with the bonds, mainly because Broccoli and Co. have their bonds, we have our bonds. McClory est en procès depuis 1963 où il veut utiliser le nom de James Bond et l'histoire d'Opération Tonnerre. Seulement un mois va séparer les sorties des deux films en France, Octopussy en octobre et Jamais plus jamais en novembre. Ça a surtout contribué à motiver l'équipe pour faire qu'Octopussy soit encore meilleur. This is turning into the battle of the Bonds. Bond qui essaie de tuer Bond. C'était tuer ou être tué. Il fallait se dénouer, faire le meilleur film possible. On n'avait pas le choix. On devait se battre. Octopussy va se doter d'un scénario vraiment intéressant et surtout plus complexe que ce que le film laisse comme empreinte. Les gens ne parlent à l'époque que de l'âge avancé de Moore qui reprend encore le rôle à 55 ans. Le film est tiré d'une toute petite partie du roman de 1966 de Ian Fleming, le dernier, édité à titre posthume. Octopussy and the Living Daylight, la deuxième partie du titre, Living Daylight, fut le titre anglais de Tuer n'est pas joué. Meilleur vœu de la Jamaïque en français. George MacDonald de Fraser, Christopher Wood et bien sûr Richard Maybaum s'occupent tous les trois du scénario très réussi et c'est Fraser qui inventera la scie circulaire. Les caractérisations de personnages sont plus riches, originales et rendent le film comme l'un des meilleurs de la saga, ce qui prouve que la période Moore n'est pas du tout si mauvaise que ça. Nous sommes en pleine fin de guerre froide et un rapprochement Est-Ouest rend la menace nucléaire du film ultra plausible, même si elle est encore organisée par un riche et puissant mégalomane. Then why don't you take over the Major's position, Mr. Bond. James Bond. Le film est tourné en Inde, où des plans merveilleux et époustouflants du pays dépaysent tous les spectateurs amoureux des grands espaces. Sur un Bond, c'est classique, mais la caméra de John Glenn et la photographie d'Alan Hume, déjà à l'œuvre sur le précédent, rendent cela encore plus superbe et jouissif. Un paradis visuel, surtout quand l'on connaît le pays et sa pauvreté. Les séquences d'action sont très rythmées et réussies et nous avons droit à un pré-générique absolument génialissime, un des meilleurs de la saga. De plus, John Barry revient à la musique et envoûte littéralement le film. Les gadgets reviennent mais en petit nombre pour rester dans le réalisme des opus précédents. C'est Barbara Broccoli qui va travailler la scène du cirque, une des meilleures, et c'est un de ses premiers travaux sur la saga. Aux cascades, toujours Rémi Julien qui s'y colle comme dans l'opus précédent. Michael G. Wilson, un producteur délégué, apparaît 2 fois en caméo. Il est membre du conseil de la sécurité russe et touriste dans le bateau de vacanciers qui sauve 007. Hey, you all right, buddy? I'm fine. Are you with our group? No, ma'am, I'm with the economy tour. Le film fut tourné à Udaipur, la cité de l'Aube en Inde, Berlin, Londres et l'Oxfordshire. Le pré-générique fut tourné sur la base de la RAF de Northolt dans le Middlesex. Les intérieurs furent bien sûr, tournés au studio Pinewood dans le studio 007 avec les décors fabuleux de Peter Lamont. Mais
Mais Octopussy marque aussi l'anniversaire de la saga, 21 ans, âge de la majorité outre-Manche, et une émission d'1 heure fut consacrée au personnage pour l'occasion. Une autre émission Bond, Are Forever, sortie aussi, axée notamment sur ce film Octopussy. La campagne de publicité pour le film fut faramineuse, il ne faut pas se rater puisque Bond va être donc son propre rival avec Jamais plus jamais qui arrive derrière. C'est la bataille des Bonds, d'autant que Sean Connery ne mâche pas ses mots sur les plateaux télé. Les critiques et journalistes jubilent et Roger Moore et Sean Connery, très amis eux dans la vie, s'en amusèrent. J'ignore si Sean a fait Jamais plus jamais pour ennuyer Cubby. Sean a affirmé « Je ferai tout mon possible pour contrarier Broccoli ». Who played the first Bond villain? Cubby Broccoli. Évidemment, ça a beaucoup blessé mon père. Les deux films devaient sortir en même temps, mais la production du Sean Connery eut des problèmes qui va retarder sa sortie. Sur les affiches donc, un grand Nobody Does It Better est utilisé pour bien faire comprendre que personne n'incarnera mieux James Bond que les productions Broccoli. L'affiche d'ailleurs est absolument superbe avec les 8 bras de Maud Adams qui enlacent Bond, les scènes spectaculaires étant en fond. Une préaffiche montrait 13 James Bond pour faire comprendre que c'était bien la suite de la vraie saga. Les produits dérivés sont presque uniquement sortis en Grande-Bretagne. Un magazine spécial cartonné, une montre Zéon qui jouait le thème, la scie circulaire pour les enfants, eh oui, des badges autocollants porte-clés et bien sûr Corgi Toys Junior avec un coffret où il y a le mini-jet Acrostar avec le van et le faux cheval. Smith Crisp produisit 15 millions de paquets de chips avec photo du film et un concours. Nabisco, Shredded Wheat sortiront des autocollants de collection et on pouvait acheter des brochures aux US et en Angleterre dans les cinémas. Le journal très connu Starlog sortit aussi, lui, un spécial Octopussy. Les Japonais, eux, eurent des trousses pour les écoliers, estampillées Octopussy. Alors lequel des deux Bonds de 1983 gagna la bataille au box-office? Eh ben les deux, mon capitaine. Ils eurent en effet tous deux du succès, même si Octopussy l'emporta quand même beaucoup plus largement, avec 188 millions de dollars pour un budget d'environ 27. Beaucoup de nuits angoissantes, beaucoup de coups de fil pour connaître les recettes. Mais dès les premières séances, on a su que ce serait un succès. Jamais plus jamais a prouvé qu'un James Bond ne peut pas exister grâce à un seul élément. C'est un petit peu moins que Rien que pour vos yeux, qui était monté à 198, mais beaucoup mieux par contre aux États-Unis, avec 68 millions de dollars au lieu de 52 sur le film précédent. Octopussy sorti en été là-bas, la meilleure période pour le cinéma. 007 on an island populated exclusively by women. We won't see him till dawn. And you are James Bond, 007 licensed to kill. Am I to be your target for tonight? Roger Moore est presque au mieux de sa forme, malgré ce qu'il affiche à l'écran, des rides évidentes. Beaucoup moins de plaisanteries idiotes ici, comme dans les films L'espion qui m'aimait ou Rien que pour vos yeux. La recette fonctionne malgré quelques ratés comme le cri de Tarzan quand 007 passe de liane en liane, mais la MGM coopérant avec Eon Productions, Broccoli donc, ils peuvent utiliser le cri de Tarzan puisqu'ils en ont les droits. La scène où Bond est déguisé en clown et doit désamorcer une bombe nucléaire aurait pu être ridicule, et c'est exactement le contraire puisque traitée avec le plus grand sérieux, elle nous cloue sur le siège par sa tension et c'est une des meilleures du film. Une autre scène, il montre un Moore excellent chez Sotheby, où il surenchérit pour faire littéralement chier Kamal Khan, le grand méchant, avec des sommes astronomiques pour récupérer un œuf. I have 475.
500,000 pounds. Une vraie tension grâce à l'affrontement des deux acteurs. Malgré son âge de 55 ans, il reprend le rôle avec brio. James Brolin, le papa de Thanos, était envisagé pour le remplacer. C'est le seul Bond où on le verra faire un bras d'honneur après avoir été pris pour un con en faisant de l'autostop. C'est vulgaire et complètement indigne de l'espion. Roger Moore écrit parfois certaines de ses répliques et de ses plaisanteries. C'est un homme très drôle dans la vie. Il empochera la modique somme de 4 millions de dollars de salaire pour revenir et un pourcentage sur les recettes. Les rumeurs disent entre 5 et 10%, ce qui est quand même énorme. I could come in for a nightcap. Some other time, perhaps. Il rit souvent de son jeu d'acteur, il dira sur lui-même au niveau de son jeu, parfois je lève le sourcil gauche, parfois je lève le sourcil droit, parfois je mets un smoking blanc et parfois un noir. I don't suppose you'd care for a nightcap? No. Et à la question s'il fait ses cascades lui-même, il répond « Bien sûr que je les fais moi-même, mes mensonges aussi, un régal. » I wondered when you might arrive. So you are the mysterious Octopussy. Octopussy, donc, un seul femme dont le nom sera un titre de film chez James Bond, est jouée par la très belle Maud Adams, qui est la seule Bond à l'époque à revenir par 2 fois dans des rôles importants. Le premier, Andrea Anders, étant sur l'Homme au pistolet d'or en maîtresse de Scaramanga. Son emblème est une pieuvre, comme celle du Spectre, mais elle n'appartient pas bien sûr à l'organisation. So you went into business for yourself? Yes, but I needed an organization, so I revived the old octopus cult. Octopussy est propriétaire d'un cirque itinérant et vit dans un palais dont chaque garde sont des femmes extrêmement douées dans leur domaine. Bien sûr, elle n'est pas que cela, c'est aussi une trafiquante de pierres précieuses à l'international, en association avec un homme nommé Kamal Khan, le grand méchant de l'histoire. Bond has escaped. How careless of you. I apologize. Quand elle rencontre Bond, il croit que son premier réflexe est de vouloir le tuer, mais c'est justement l'inverse. Elle le remercie d'avoir donné une chance à son père de mourir honorablement, puisque celui-ci, Dexter Smythe, était tombé en disgrâce. He was my father. I'd hoped fate would bring us together one day. To avenge him? No, to thank you for giving him an honorable alternative. Octopussy lui en sera très reconnaissante, de la meilleure des manières. Bond fera tout pour la sauver dans une course contre la montre, contre une bombe atomique, prête à faire sauter son cirque et la base militaire américaine où il se trouve. Let him go. Quiet, everyone. Pendant le festival James Bond de 1996 en Jamaïque, Maud Adams donna l'un de ses costumes pour une vente aux enchères. Il n'a rien à dire, Maud Adams est absolument parfaite dans le rôle et joue de façon admirable. C'est à mon sens une des meilleures actrices de la saga et sa relation avec Bond fonctionne merveilleusement bien et elle en devient inoubliable au point que l'affiche du film trône dans ma chambre en face de moi toutes les nuits. Toutes. I need refilling. Magda est le bras droit d'Octopussy et elle est interprétée par la superbe Christina Wayborn. Sa première mission par Kamal Khan est de séduire Bond et de récupérer l'œuf Fabergé qu'il possède. Forgive my curiosity, but what is that? That's my little octopussy. Elle possède aussi un tatouage de pieuvre, sa petite pieuvre comme elle l'appelle, signe qu'elle est membre de l'équipe d'Octopussy. Une Bond girl comme on les aime, absolument superbe physiquement, oui j'adore les jambes de 20 mètres, et capable en jeu et en prouesse physique. A noter qu'il est aussi rafraîchissant de voir qu'aucune James Bond girl ne meurt pas dans ce film, ce qui est rare. How lovely. You have a nasty habit of surviving. It's all in the wrist. Double sixes. Le grand méchant de ce film est Kamal Khan et il est joué par un acteur d'une classe folle et que j'adore. Louis Jourdan, acteur français qui fera l'essentiel de sa carrière
aux États-Unis. Il a joué bien sûr chez Julien Duvivier, Marc Allégret, Alfred Hitchcock, Max Ophuls, Jacques Tourneur, Vincente Minnelli et même Wes Craven dans le film adapté de chez DC, La créature du marais. Bon, c'est pas son meilleur. Il va nous ravir à la télévision dans de nombreux rôles dont je retiendrai celui du critique culinaire Paul Gérard dans l'épisode Meurtre à la carte sur la série Colombo. Spend the money quickly, Mr. Bond. I intend to. Aristocrate méprisant, Kamal Khan a tout du méchant d'un Bond. Il invite 007 à dîner pour mieux essayer de l'assassiner et séduit Octopussy alors qu'il a pour but de l'éliminer aussi. C'est un méchant délicieux et encore une fois un des meilleurs de la saga. Il est un ancien prince afghan corrompu qui vit dans le luxe absolument démentiel. Il va s'associer avec un général russe, un Orlov, et va donc, une fois ses plans ruinés par notre agent favori, s'enfuir dans son avion avec une Octopussy kidnappée. He'd kill us all. Go out and get him. Out there, go. Moore et Jourdan font une très belle association d'acteurs et ont des scènes absolument délicieuses, notamment comme je le disais lors de la vente aux enchères de l'œuf Fabergé où Bond va surenchérir sur Khan, ce qui le fait fulminer de rage, un bonheur à regarder. Il va réitérer ce genre de duel lors d'un jeu où 007 va encore prendre le dessus sur Khan. De même, dans une des scènes avec Maud Adams, c'est un délice de l'entendre déclamer Octopussy. Octopussy. Un bonheur. Govinda, l'homme de main dangereux de Khan, est joué par le très beau et très silencieux Kabir Bedi. Il est une grande star indienne et on l'a vu dans La Bête de guerre de Kevin Reynolds et des épisodes de séries diverses, notamment pour nous, chez nous, comme souvenir de notre enfance, Sandokan. Il a joué aussi des petits rôles dans Magnum, Highlander, Dynasty, K2000 et même Amour, gloire et beauté. Il garde toujours un œil sur Khan, poursuit Bond dans les rues d'un marché indien et finira en chute libre lors d'un combat sur la carlingue de l'avion de Khan. He speaks for himself and others who cling to timid. Le général Orlov est joué par le génial Steven Berkoff que l'on a vu dans des films que l'on adore comme Le Flic de Beverly Hills en Victor Maitland, grand méchant du film, Rambo 2 la mission de George Pan Cosmatos en lieutenant-colonel Podolsky, grand méchant du film, Under de Sherry Moon de Prince en père de Christine Scott Thomas, grand méchant du film, et tant d'autres. American and West German forces can field at most 10 armored divisions. Le personnage ici rêve de l'ancienne Russie et rejette la détente et est considéré comme un vestige qui montre un caractère des plus colériques. Il a soif de pouvoir et d'hiver nucléaire pour les États-Unis et réussirait presque si un agent des plus compétents ne réussissait l'impossible d'éjouer ses plans. The West is decadent and divided. It has no stomach to risk our atomic reprisals. Le plus drôle, enfin pour nous, c'est qu'il finira sous les balles de ses compatriotes en poursuivant un train que jamais il n'attrapera. La scène de son discours devant les responsables du Kremlin et un gogol médusé est fascinant. Berkoff se présentera à son audition vêtu de pied en cap en costume de samouraï. Comme le dit Roger Moore, Steven Berkoff, un acteur des plus hauts en couleur, un merveilleux méchant. Et enfin, Mishka et Grishka sont joués par de vrais jumeaux, David et Tony Meyer, dont le talent est le lancer de couteau, et je dois dire qu'ils visent bien les bougres. De très bons personnages bien écrits, sans en rajouter 3 tonnes, et qui vont, au début du film, assassiner l'agent 009. Ils vont bien sûr essayer de tuer notre 007 favori, mais se feront dézinguer l'un après l'autre. For my brother. Les frères Bogdanov furent les premiers choix de Broccoli, selon une rumeur, mais l'on peut légitimement penser que leur talent d'acteur n'était pas au niveau. I'm Vijay, Special Expediter, Universal Exports. Welcome to India, Commander Bond.
Thank you. Call me James. Vijay est dans la vraie vie un tennisman professionnel, au même prénom, Vijay Amitraj. Il possède l'un des palmarès les plus importants parmi les joueurs de tennis provenant du continent asiatique à ce jour. On l'a vu dans Star Trek 4, Retour vers la Terre de Leonard Nimoy. Il est allié à 007 et sa couverture est bien sûr celle d'un professeur de tennis. Il se fait aussi passer plus tard pour un charmeur de serpents et va nous jouer le thème de 007 à la flûte. Il mourra de façon horrible avec la fameuse scie circulaire utilisée par Govinda et ses hommes. La scène où Bond découvre son corps est très réussie et extrêmement touchante par la réaction de celui-ci et le jeu d'acteur de Moore. Il aidera Bond à s'échapper lors de la poursuite du marché. Broccoli l'engagea car il se rendait souvent au tournoi de Wimbledon et décida de lui donner un rôle. This one contains a model of the Imperial State Coach. Top marks, 007. Thank you, sir. Except it's a fake. Bernard Lee nous quitta au début du tournage de Rien que pour vos yeux, et sans un M digne de ce nom, il préfère attendre le film suivant plutôt que d'y mettre un acteur choisi trop rapidement. De plus, l'équipe en était très affectée. C'est le formidable acteur Robert Brown qui va donc reprendre le rôle jusqu'à Permis de tuer. Here's the original. I switched it with the fake during the auction. Good God. L'acteur est un très vieil ami de Roger Moore, ils ont tourné ensemble dans Ivanhoe et se connaissent donc depuis 25 ans au moment du tournage. Il a également interprété le rôle de l'amiral Hargreaves en 1977 dans L'espion qui m'aimait, a joué dans Le Sein 2 fois. Il finira sa carrière avec ce rôle, on l'a vu dans le Ben-Hur de William Wyler, Le Message et le Lion du désert de Mustapha Akkad et beaucoup de séries dont Chapeau melon et Bottes de cuir dans la saison noir et blanc de Diana Rigg sur l'épisode Voyage sans retour. Eyes only, 007. Operation Trove. You'll be replacing 009. Ici, il est clairement fait pour le rôle et à son aise dès les premières scènes quand il donne à Bond sa mission Opération Trouvaille. Le personnage est plus doux que ne l'était Bernard Lee, qui est impossible à oublier, mais restera aussi comme un très très bon M. How are you? Most unhappy 007, thanks to you. How can I be expected to maintain the quality of my work? Q, notre fournisseur de gadgets, est bien là, et une fois n'est pas coutume, dans une de ses apparitions les plus longues, toujours avec Desmond Llewellyn. Il a bien sûr un laboratoire en Inde et nous fait visiter les lieux en montrant à Bond les gadgets les plus insensés. Il va fournir 007 en gadget bien sûr et débarquer en ballon dirigeable dans le palais de Kamal Khan pour l'assaut final et montrer qu'il n'est pas insensible au charme des gardes d'Octopussy. What are you doing? Yeah. Oh, cut it out. We haven't time for that. Later, perhaps. Elle non plus d'ailleurs, il sauve la vie de quelques-unes, mais va presque les repousser avec une phrase hilarante pour derrière mieux assurer. I see no reason to risk war to satisfy your personal paranoia and thirst for conquest. Le général Gogol est de retour, toujours sous les traits de Walter Gottel. Ici, il est pour la détente et lui et Orlov ne s'apprécient guère. Il va même l'engueuler copieusement. A common thief, a disgrace to the uniform. Il sera l'homme derrière la fusillade qui va tuer Orlov et qui le regardera mourir. Qu'il soit du bon ou du mauvais côté, l'acteur est toujours impeccable. Either way, we'd better find out what they're up to. Yes, Minister. Le ministre de la Défense, un Frédéric Gray, toujours interprété par Geoffrey Keane, pour une fois d'assez bonne humeur et jovial. Il va même remettre le bijou rare et précieux au général Gogol à la fin. I must say you become more beautiful every day. I am over here. Well, of course you are. Monet Penny, toujours interprété par Lois Maxwell, présente à Bond sa nouvelle adjointe Penelope Smallbone, jouée par Michaela Clavel. Une séquence assez fun et drôle, où Bond fait montre de ne pas s'intéresser à la jeune femme, mais l'on sent bien qu'il n'en est rien. Welcome to Universal Exports. Take it, dear. That's all you'll ever get from him. Le personnage fut créé au cas où Lois Maxwell devait quitter la série, mais il n'en sera rien jusqu'au prochain Bond Dangereusement Vôtre. Michaela Clavel est la fille de James Clavel, écrivain, connu pour son roman fleuve Shogun, entre autres. This is Miss Penelope Smallbone, my new assistant. Miss Smallbone? What can I say, Moneypenny? Pendant le tournage, Lois Maxwell se trompe et présente la jeune femme en l'appelant Penelope Smallbouche, entendez petite toison pubienne, ce qui provoque l'hilarité de l'équipe. Moore rétorquera de suite « Oh, je vois, vous aviez la tête Miss Moneypenny ».
Et enfin, allié par le matricule, l'agent 009 est joué par Andy Bradford. Le film commence par sa poursuite par les jumeaux où suspense et tension vont régner. Il est déguisé en clown et à l'œuf Fabergé sur lui. Il va être touché par un couteau dans le dos et mortellement blessé, s'effondrera au travers d'une porte de l'ambassade britannique lors d'une soirée de gala. Et va laisser l'œuf rouler sur le sol. Un grand moment pour la série. Le mini-jet, un Acrostar monoplace, est le plus petit avion à réaction du monde, créé, construit et piloté par un cascadeur, J.W. Corky Fornof. L'engin peut aller à 480 km/h, voire 500 pour certains, avec son réacteur micro-turbo TRS-18. Ici, il peut plier les ailes pour se dissimuler dans un van et est utilisé dans un pré-générique de toute beauté où, franchement, mis à part les gros plans sur Roger Moore, il est très difficile de différencier les maquettes et les vrais vols. Le suspense est total, surtout quand l'avion est accroché par un missile. Il va bien sûr finir sa course en manque de carburant sur une route normale et s'arrêter à une station-service. Cette scène est inspirée d'un événement réel vécu par le pilote, contraint de se poser sur une autoroute suite à des problèmes de moteur. Fornof emprunta une bretelle de sortie pour finir sa course dans une station-service. Deux des miniatures sont exposées au Planet Hollywood, l'un à Dublin et l'autre à Las Vegas. En véhicule, on a aussi le taxi tuk-tuk, qui est un engin à 3 roues et qui servira pour la poursuite dans les rues en Inde. Vijay le conduira de façon admirable, même sur les roues arrière, ou le faire sauter en l'air devant les gens médusés. La montgolfière que Q utilise pour aller assiéger le palais de la Mousson de Cannes est décorée du drapeau britannique. Pour la discrétion, c'est mieux, mais personne ne regarde jamais le ciel. Il est équipé d'une caméra que Q utilise pour voir les gardes et prévenir les guerrières d'Octopussy ainsi que Bond. Une vraie montgolfière et une maquette furent utilisées. Et enfin, comment ne pas oublier le fameux sous-marin crocodile que 007 va utiliser pour accéder au palais d'Octopussy, qui fera date à l'époque. C'est n'importe quoi, mais c'est très drôle. C'est par la gueule de l'animal que l'on y rentre et que l'on en sort. C'est un monoplace. Au début du film, Bond va utiliser une valise dont le double fond dissimule des explosifs afin de détruire un entrepôt, mais il va être pris sur le fait. En autre gadget, mais pour les méchants cette fois, une scie circulaire yo-yo qui est vraiment un des plus originaux de la série et d'une dangerosité extrême. Il est utilisé par un des hommes de Gobinda qui va tenter d'assassiner 007 et Octopussy alors qu'ils sont tranquillement au lit. Vijay subira les assauts de l'arme après avoir été torturé à mort, ce qui va fortement peiner Bond. Encore une fois, c'est la marque Seiko qui fournit la montre et celle-ci ne fait pas défaut. Écran de télévision à cristaux liquides, un rêve à l'époque, et qui va aider Bond en se connectant aux caméras de Q pour surveiller les lieux. Celle que porte Bond au début du film dispose d'un pisteur radio. Et le stylo à plume Montblanc en or 18 carats fait office de récepteur pour suivre l'œuf Fabergé volé par Magda et possède aussi de l'acide capable de dissoudre le métal, ce qui permettra à Bond de faire fondre les barreaux de sa prison. 1 week from today in Karl Marx Stadt. Un écouteur est aussi intégré qui permet de suivre les conversations dans le micro de l'œuf.
John Barry revient enfin sur la saga et ce jusqu'à son dernier, le tuer n'est pas joué. La musique ici est bien sûr géniale puisqu'obsédante avec des morceaux d'action haut en couleur et une chanson All Time High avec des paroles de Tim Rice et interprétée par Rita Coolidge qui deviendra une des plus belles de la saga et une des premières à ne pas mentionner l'espion sur les paroles. I suppose everybody thinks If Only Ours Was As Strong As Goldfinger. All Time High was a nice song. Yeah, it's all right, you know. It's not my favorite part. Sur l'album et dans le film, il y a un aspect romantique très prononcé et le thème de la chanson intervient souvent pour notre plus grande joie. The gentle ones have never been what I gravitate to, but it works in the romantic sense of it. I think they were lacking edge, and it all seemed a bit MOR. I mean, I would have said anything to get a foot in the door. Yeah. À l'époque, c'est la première musique d'un Bond qui va sortir en CD chez A&M Records, mais fut épuisée très rapidement. Elle vaut aujourd'hui son pesant d'or. Elle sera rééditée en 1997 chez Ricoh, avec certains dialogues, un mini-poster et un CD-ROM avec la bande-annonce. Et bien sûr en 2003 chez EMI, mais sans ajout de musique contrairement au premier film et les dialogues en moins. Personne n'écrit les musiques du James Bond comme John Barry, Bond est de retour musicalement, même si Bill Conti avait réussi, lui, son pari. Le générique de Maurice Binder est toujours et depuis longtemps rempli de jeunes femmes dans la pénombre et dont les noms et titres défilent sur les corps. Octopussy pourtant n'apparaît qu'au bout de 3 quarts d'heure de film, et beaucoup de critiques vont prendre cet argument pour dénigrer le film et en rajouter pour dire que comme son nom est sur l'affiche, elle se devait d'être l'adversaire de notre agent. Ça réfléchissait moins à l'époque, il faut le dire, on trouvait des raisons indignes pour chier sur les films parce qu'ils étaient de bon ton de le faire tout simplement. Pour beaucoup, Bond n'est qu'un clown, d'autant qu'il en interprète un, méprise le sujet qu'il trouve idiot, alors que c'est un des plus complexes et que tout ne se dévoile réellement qu'à la fin. C'est assez rare chez James Bond et les gens n'étaient peut-être pas prêts, autant en dire du mal. Moi et beaucoup d'autres, vu le succès, trouveront le film très bien shooté et tout en prenant son temps extrêmement bien rythmé. Le film est rempli de trouvailles et John Glenn, encore une fois, s'acquitte extrêmement bien de sa tâche. Face à la concurrence du jamais plus jamais, dont je vais parler dans la prochaine vidéo puisque ça sera la deuxième partie de cette guerre des Bonds, Broccoli et son film vont prouver qu'il est toujours le maître à bord et rendre hommage au thriller d'antan avec un Bond qui mène une enquête, un véritable espion, face à des ennemis crédibles et tout en saveur. Un humour fin, peu de gadgets et une histoire assez complexe pour ne pas être critiqué. Bref, un putain de James Bond, injustement oublié parfois pour des raisons qui ne valent pas le coup. Je lui mets moi un gros 5,5 sur 6 plus que mérité. Un vrai film d'action qui prend son temps pour raconter une excellente histoire. Voilà, j'espère que vous serez d'accord sur ce film-là. Beaucoup de gens ne l'aiment pas, je n'ai jamais compris pourquoi. Moi, je le trouve vraiment très bien dans son suspense et surtout dans son histoire. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à en parler. On en débat comme d'habitude. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche. C'est gratuit et ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour du très lourd. Bye bye.